Donc, nous avons préparé cette présentation d'Henri Michel Marchand, qui est l'essentiel auteur de ce travail. Et moi, en fait, je vais vous introduire un peu ce qu'on entend par biodiversité. Et Michel prendra le relais sur le côté, l'aspect influence de l'homme sur la biodiversité et les enjeux économiques et politiques. Donc, ce terme est en fait assez récent, puisqu'il date de 1980. Et il a donc été défini par l'Union internationale de la conservation de la nature. C'est un mot simple qui veut dire diversité biologique, mais en fait c'est un concept. Parce que dans biodiversité, il faut prendre en compte les relations de tous les êtres vivants entre eux et leurs relations avec le milieu. Au sommet de Rio en 1992, donc il a été établi une liste des espèces qui seraient menacées. Mais bien sûr, le nombre actuel est complètement dépassé et on ne peut pas en fixer en fait un nombre, on verra ça. Mais il a été établi suite à la Convention internationale sur la diversité biologique par un traité qui a été signé par 188 pays et qui stipule que la biodiversité c'est une préoccupation commune pour l'ensemble de l'humanité, ce qui est une bonne intention, que c'est consubstantiel du processus de développement, ça veut dire qu'il faut en tenir compte pour à chaque fois que l'homme décide d'intervenir ou de se servir, on verra ça. Et les trois objectifs que se donne ce traité, c'est d'abord la nécessité de la conservation, donc on doit se donner les moyens pour ça, que l'utilisation de tout ce qui concerne la biodiversité doit être réalisée dans un contexte durable, hein, on ne doit pas porter atteinte, et que les avantages, la source qu'on peut tirer de la biodiversité, il faut que ce soit réalisé dans un cadre de partage juste et équitable. Donc, on appelle souvent la biodiversité le tissu vivant de la planète, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va voir ce que ça contient et on va voir l'histoire, parce que la biodiversité, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Et la prise en compte de l'histoire sur la Terre, c'est très très important. Et bien sûr, l'homme appartient, est dans la biodiversité, mais c'est un acteur extrêmement important. Et on a mis pour le meilleur ou pour le pire, mais je crois que Michel va surtout vous dire ce que c'est pour le pire. Donc, d'une manière rationnelle, on peut la définir à 3 niveaux, puisque c'est tellement divers. Les espèces, c'est la définition la plus commune. La biodiversité, c'est le nombre des espèces qui vivent sur Terre. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, mais il n'y a pas de hiérarchie dans les 3 niveaux. On oublie quelquefois qu'il y a la diversité génétique, c'est extrêmement important. Et la diversité écosystémique, et on verra pourquoi l'homme étant dans les écosystèmes, la diversité écosystémique est extrêmement importante pour l'équilibre total de la planète. Donc les diversités spécifiques, c'est donc le recensement des espèces. Il a été fait des estimations de cette diversité, mais plus on cherche, plus on se rend compte qu'il est très très difficile de l'estimer et que, j'ai donné ici un ordre de grandeur. On s'en rend compte parce qu'on fait de nouvelles découvertes. Vous avez entendu parler des sources hydrothermales dans les fonds marins. Ce sont donc des écosystèmes où on a découvert des organismes assez complexes, hein, des mollusques, des crustacés, qui ne vont jamais en surface, donc qui vivent à des températures et à des pressions assez élevées, voire très élevées, et qui ne vivent pas du cycle de l'oxygène. Donc c'était quelque chose de complètement original qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent. Vous avez aussi entendu parler des études sur la canopée des arbres en Amazonie, et c'est un bon exemple de la découverte de cette diversité et de son infinité en fait. Il ne faut pas oublier que c'est pas suffisant de répertorier les espèces, il faut savoir les classer les unes par rapport aux autres, puisque les relations complexes qu'elles établissent, il est important de les voir dans ce contexte-là, et aussi il est important de voir leur répartition dans l'espace. La numération n'est
qu'un tout petit critère par rapport à la description qualitative des espèces par rapport à leur niveau. Donc un exemple ici d'un poisson, puisque nous travaillons tous les deux à Ifremer, donc on a cherché dans nos diapos, qui a été récemment découvert, donc très très profond celui-là je crois. C'est à l'occasion d'une campagne financée par Total pour rechercher des hydrocarbures au large du Congo. Donc là on est en lien entre à la fois sur un objectif de connaissance et en même temps un objectif très économique. C'est aussi un autre petit crustacé, pareil, les mêmes sources. Alors non, ça c'est un collègue qui a, juste avant de partir à la retraite, il a fait cette découverte d'un crabe velu au fond de la mer et qui a été vraiment une espèce qui n'était absolument pas connue. Et donc c'est en soi, pour les systématiciens, c'était véritablement une découverte tout à fait extraordinaire, surtout qu'il est jaune vif, chose qu'on ne voit pas au niveau de la photo. Oui, c'est vrai, on voit tout leur truc. Ouais. On aurait pu vous sortir un millier d'exemples, mais c'est probablement. Alors là, c'est une photo qui montre justement un petit espace d'une source hydrothermale, donc il doit être environ de 6000 5000 mètres au-dessous de la mer, et on voit, c'est dans des zones volcaniques, on voit les remontées de lave et de soufre, c'est pour ça que c'est noir. Et on voit quand même, c'est stupéfiant, la première fois que les chercheurs ont vu ça, une multitude de petites crevettes. Alors là, on ne voit pas de bivalves, de type de moule, mais ça existe aussi avec des moules. Donc il y a tout un cycle de vie, là, sur cet espace-là. Donc la diversité génétique, ben, c'est celle dont on entend beaucoup parler dans les biotechnologies. Donc le gène, je rappelle, c'est le support des caractères et c'est ce qui est transmis. Mais à l'intérieur d'une espèce, il y a une grande diversité génétique et ça a permis à l'homme au cours de son apprentissage à l'agriculture et à l'élevage de faire de la sélection et ça aboutit aux races animales. C'est quelque chose qui est en diminution puisque on a perdu un petit peu cette culture de faire de la sélection par les races. Mais ça a donné quand même des animaux d'élevage adaptés à des biotopes très difficiles. Par exemple, les bovins qui sont capables de se nourrir sur des zones marécageuses, très pauvres, très difficiles, là où on ne peut pas cultiver, et pourtant il y avait possibilité d'y faire de l'élevage. La diversité interspécifique, c'est celle qui intéresse les biotechnologistes, surtout parce que c'est de là qu'ils tirent certains gènes pour les transplanter dans d'autres espèces. Avec tout ce que ça veut dire, c'est un autre débat. Alors, la diversité écosystémique, je vais d'abord définir un peu ce que c'est qu'un écosystème. C'est aussi un concept, l'écosystème, parce que c'est un espace qui n'a pas de limite physique, qui peut avoir des dimensions extrêmement faibles. Par exemple, si on considère un fromage, c'est un écosystème de micro-organismes. Et chaque fromage, chaque diversité de fromage est un écosystème différent, ce qui donne le goût du roquefort, du camembert, etc. Par contre, ça peut être immense, la forêt tropicale, c'est un écosystème. Les limites entre deux écosystèmes sont des zones extrêmement importantes parce qu'elles sont particulièrement riches, puisqu'il y a confrontation entre deux écosystèmes, évidemment, de différentes espèces, et les échanges sont différents. Et c'est souvent extrêmement riche. En milieu marin, toute la biomasse dont on tire, enfin, dont nous profitons, nous, dans le milieu marin, vient surtout de ces zones frontalières, entre deux écosystèmes. Par exemple, le milieu côtier et le milieu océanique. Pas d'autre chose à dire sur ça, mais les écosystèmes, donc de cette définition, les technocrates ont tiré donc qu'est-ce que les écosystèmes nous apportent, puisque l'homme tire beaucoup de la nature. Alors, avant, il faut que je vous parle un petit peu de la biodiversité au cours de l'histoire de la Terre, parce que, comme je disais tout à l'heure, la biodiversité c'est quelque chose qui est dynamique, ça évolue tout le temps. Ce qui fait que quand on intervient, le déséquilibre peut être tel qu'il n'est pas récupérable, ou bien il donne tout à fait autre chose.
Alors, sur cette ligne, on a schématisé l'histoire de la Terre, et on voit que la vie est apparue, comme vous savez sans doute, très très récemment, en fait, par rapport à l'histoire de la Terre, et que si on reprend l'échelle, si on fait un zoom sur l'échelle où l'homme est apparu, eh bien, on voit que la naissance de l'agriculture, par exemple, est très très récente par rapport à l'histoire des espèces. On constate aussi, par les connaissances des paléontologues, qu'il y a eu des grandes extinctions d'espèces dans l'histoire de la Terre. Elles sont, donc là, on en a répertorié 5. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'elles se sont passées dans le temps. À part l'hypothèse de météorite qui a pu détruire effectivement brutalement un certain nombre d'animaux et de végétaux, l'évolution, les extinctions ont été très lentes. Par exemple, les ammonites, l'extinction des ammonites, ça a été très long. Alors, pour résumer donc, la biodiversité, je rappelle que l'homme en fait partie, est très organisée, évolue sans cesse. Vous voulez peut-être que je revienne à la diapo précédente, mais on mettra le diaporama à disposition. Je reviendrai dessus. Donc, mais on a pris conscience donc, que les espèces vivantes ne sont que transitoires. Par contre, il ne faut quand même pas confondre ce qui se passe actuellement avec ce qui s'est passé au cours de la géologie. L'homme est devenu un acteur essentiel dans les processus vivants et son rôle, à l'heure actuelle, est prépondérant dans certains cas et peut devenir extrêmement préjudiciable pour la vie et comment dirais-je, et c'est à une échelle de temps extrêmement rapide. C'est là-dessus qu'on va insister et après Michel vous expliquera les conséquences de ça. J'ai ici listé très vite les services, c'est ce que les technocrates appellent les services écosystémiques, c'est-à-dire ce que l'homme peut puiser ou ce qu'il, sur quoi il vit et ce qu'il tire de la nature. Les écosystèmes se chargent donc de la purification de l'air et de l'eau. Les micro-organismes sont capables de dégrader beaucoup de nos déchets dans la terre ou bien dans l'eau. La biodiversité est capable, enfin les sols sans vie ont une très mauvaise capacité d'absorption et de stockage de l'eau. La biodiversité se charge de la décomposition, de la décontamination de nos déchets et de la séquestration aussi. Elle permet bien sûr toute la richesse des sols et l'agriculture. Donc, un rôle très important de la biodiversité par les insectes par exemple est dans la pollinisation des plantes. Le rendement des insectes est bien plus élevé que n'importe quelle méthode artificielle pour polliniser les plantes. La biodiversité dissémine les graines et donc favorise l'évolution des écosystèmes végétaux, par exemple. La végétalisation des sols permet d'atténuer les effets catastrophiques de certains excès climatiques. Elle fournit bien sûr énormément de variétés dans le domaine agricole, mais aussi dans les médicaments. Les molécules pharmaceutiques sont majoritairement issues des plantes, voire des animaux. Et récemment, oui, à l'échelle de l'évolution humaine, c'est récent. Je pense par exemple à toutes les molécules originales que l'on tire du milieu vivant, qui servent soit à faire par exemple des anticorps, pour l'immunologie, mais qui servent aussi à faire des molécules dans l'industrie. Donc c'est là où on veut breveter le vivant et toute la biotechnologie se développe. Donc le développement le maintien en l'état et l'évolution du pool génétique est extrêmement intéressante et utile à maintenir. Et c'est aussi quelque chose qui est inhérent à l'homme. L'homme fait partie de la nature, comme je l'ai dit, et c'est vrai que la nature est une source d'inspiration philosophique et esthétique. Donc, les technocrates ont essayé, depuis qu'on a pris conscience qu'on utilisait la nature et qu'on en tirait énormément de valeur économique,
Certains ont essayé d'évaluer cette valeur, mais là aussi, les gens qui sont critiques disent que c'est pratiquement impossible. Je vous donne quand même un chiffre qui est sorti du rapport du groupe des GIEC. Donc j'ai répertorié ici l'importance de la biodiversité. C'est simplement une synthèse de ce que je vous ai dit. Mais en rouge, vous voyez, l'activité humaine influence dramatiquement la biodiversité. Et là, je pense que je vais passer la parole à Michel, qui va reprendre l'exposé. Merci Claire. Il y a un point important dans ce que Claire vous a montré là, sur l'évaluation économique de la biodiversité. Donc c'est une équipe américaine qui en 1997 donc, a évalué à 33 000 milliards de dollars par an les services rendus par la nature, avec un premier discours qui était celui d'un discours de dire regardez comme c'est important de préserver la biodiversité par rapport à la valeur qu'elle représente. Et ça c'est le premier discours, une sensibilisation je dirais de la population. Mais en même temps, bien évidemment, apparaît une autre interprétation vis-à-vis d'une telle évaluation, ça va être les soubassements d'une nouvelle approche de relation avec la nature qui va se symboliser en 2012 avec l'économie verte, donc qui a été présentée à Rio et sur lequel on va revenir. Alors, il y a cette chose qui est tout à fait paradoxale, c'est à la fois une sorte de prise de conscience de l'importance de la biodiversité et en même temps de sa dégradation. Alors, cette dégradation, elle n'est pas du tout, récente. L'homme, à partir du moment où il a commencé à faire de l'agriculture et de l'élevage, il a transformé la nature. La première chose qu'il a fait, ça a été effectivement la déforestation, qui joue aujourd'hui encore un rôle extrêmement important en termes d'érosion du tissu vivant. Mais ça se faisait à une petite échelle, évidemment, et la déforestation, elle a pris une ampleur énorme avec l'invention de la tronçonneuse. Donc on est en lien également avec le développement technologique. Au XIXe siècle, moi j'ai déjà eu l'occasion d'en parler en présentant le livre d'Aurélien, comment la mondialisation a tué l'écologie. C'est déjà à partir du XIXe siècle, l'extermination d'espèces animales. Donc l'homme agit d'une manière extrêmement brutale, notamment pour anéantir les populations indiennes aux États-Unis en exterminant les bisons. Ça a été la même chose pour les baleines. Et ça a été une surexploitation, par exemple, des stocks de morue au large des côtes canadiennes, qui a fait que sur une pêche traditionnelle qui durait depuis 500 ans, eh bien, à un moment, les stocks de morue disparaissent ou sont tellement faibles que le gouvernement canadien a fait un moratoire, mais en fait, les stocks de morue ne réapparaissent pas et on est véritablement dans un phénomène de non-retour. Donc on est sur des choses qui sont très, très identifiables. L'extermination d'espèces animales, on peut identifier le bison ou la baleine. Par contre, sur la dégradation de la biodiversité, c'est un phénomène qui est beaucoup plus insidieux et sur lequel, évidemment, cette apparition apparaît de manière plus récente. Alors, bon, voilà, simplement des images. Alors, pour les exterminations de baleines, c'est à nouveau le lien avec les inventions technologiques sur lequel l'homme a une capacité absolument énorme. À partir du moment où un Norvégien invente un canon harpon et qu'il est capable de hisser la baleine sur un bateau pour la dépecer en quelques heures, on n'a plus rien à voir avec le livre de Moby Dick où le capitaine Ahab fait un combat mythique avec la baleine. Donc on est sur une échelle qui est complètement différente. Alors la dégradation de la biodiversité, c'est effectivement un constat qui est alarmant, qui est en termes de disparition d'espèces, mais c'est également en termes de vitesse. C'est-à-dire que par rapport, on connaît à peu près le tempo naturel d'extinction des espèces, et on s'aperçoit qu'en gros, au XXe siècle, on a un taux d'extinction des espèces estimé à une vitesse entre 10 et 100 fois supérieure au tempo normal, et le phénomène s'accélère à l'heure actuelle, et on parle d'une accélération
entre 100 et 1000 fois le tempo naturel. À partir de quelques espèces de vertébrés, on a essayé de voir cet indice de biodiversité, comment il avait pu évoluer. C'est quand même assez impressionnant qu'en 30 ans, on a cet indice qui chute de 30%, donc quasiment 1% par an, avec des milieux les plus menacés, qui sont les milieux humides, sur lesquels on aura l'occasion d'en reparler avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, notamment près de Nantes, puisqu'on est tous les deux, Claire et moi, originaires de Nantes, les milieux littoraux, et puis les milieux forestiers. Donc on est vraiment au cœur d'enjeux économiques extrêmement importants. Et cette biodiversité, elle est menacée par rapport à un modèle économique, par rapport à une démographie, certes, mais surtout par un modèle économique. Donc là, j'ai rappelé un petit peu à la louche qu'est-ce que représente cette activité, ce modèle économique avec un mécanisme de productivisme qui est extrêmement important en termes de production industrielle, etc., qui aboutit à une surexploitation des ressources au niveau des pêches, de l'aquaculture, des forêts, qui aboutit à des pollutions de l'environnement qui sont évidemment préjudiciables, avec des destructions d'habitats qui sont nécessaires pour l'aménagement du territoire, mais parfois on est sur des projets, sur des grands projets complètement inutiles, donc ça renvoie encore à ces grands projets financés par l'Union européenne et qui ne servent à rien, et sur les problèmes d'invasion biologique qui posent également là le problème du commerce international avec des espèces par exemple qui vont s'adapter dans un milieu et qui vont proliférer dans un autre milieu tout à fait étranger. Et puis il y a une deuxième menace évidemment qui est à beaucoup plus long terme, sur lequel on a bien du mal à en évaluer les conséquences, qui est évidemment le changement climatique, avec pour les espèces une difficulté d'adaptation à ce changement, puisque vous voyez qu'en gros le rythme naturel c'est 0,1 degré par siècle, et là on est plutôt sur une prévision d'une accélération de 2 à 6 degrés par siècle, donc ça fait quand même une accélération d'un facteur 20 à 60, donc il y a des espèces qui risquent de ne pas être capables de s'adapter, et avec des inquiétudes sur les modifications de la physiologie des lieux de vie pour certaines espèces forestières, de poissons, etc. Et avec des enjeux sur lesquels on n'a absolument aucune idée en termes de conséquences. C'est l'acidification de l'eau de mer, par exemple, qui va jouer sur la calcification des espèces aussi bien petites comme le plancton que plus importantes comme certains coquillages. Donc sur lequel il y a des gros points d'interrogation. Donc voilà, en termes d'exemples, on a la pêche sur lequel il y a des experts, mais bon, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence, qui prédisent la fin de la pêche océanique au large, donc dans 40 ans, ce qui veut dire qu'en réalité, ils extrapolent l'effort de pêche aujourd'hui, ils le projettent 40 ans plus tard, et effectivement, les stocks de pêche diminuent de manière drastique. Les invasions biologiques, je vous renvoie sur le film Le Cauchemar de Darwin, qui explique tout à fait bien ce mécanisme d'implantation de la perche du Nil dans le lac, je crois, Victoria, en Afrique, avec tous les dégâts que ça a pu occasionner pour les populations. Sur l'utilisation de la biodiversité, on a pris un exemple qui est assez parlant, un exemple tout à fait local qui montre l'incidence de la modification de l'homme sur un service écosystémique, un service agronomique qui est apporté par la biodiversité. Ça se passe dans un val à Authion, près d'Angers, sur lequel, dans les années 70, la production de graines de trèfle, liée à la pollinisation par les abeilles et les bourdons, aboutit à une production pour les paysans locaux d'une production de 600 à 800 kg à l'hectare, donc ce qui est pas rien. Et puis, quelques années plus tard, on veut améliorer la production, donc on fait un remembrement des terres, on arrase les talus, et ça aboutit, par rapport aux bourdons, à une diminution des bourdons. Et donc, seules les abeilles
ont une activité de pollinisation qui prend plus d'importance, mais avec un rendement plus faible. Du coup, la production agricole descend de 800 à 200 kg à l'hectare. Et du coup, les paysans les agriculteurs sont vraiment embêtés, introduisent une nouvelle variété de trèfle pour augmenter la production de ces graines. Et là, on arrive à quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, c'est que les bourdons ont il y a une catégorie de bourdons à longue trompe et à petite trompe. Et ceux qui ont des longues trompes arrivent continuent à polliniser, donc à récupérer le nectar des plantes, et ceux qui ont des petites trompes n'y arrivent plus. Et du coup, les bourdons à petite trompe, pour essayer de récupérer le nectar, piquent la fleur à la base pour récupérer le nectar. Et du coup, le bourdon à courte trompe n'a plus une fonction de pollinisation, mais devient un ravageur du trèfle. Et du coup, on arrive à une production agricole de 80 kg à l'hectare. Donc vous voyez qu'en l'espace de 30 ans, on a une chute de production d'un facteur 10. Donc voilà un exemple des services rendus par la nature et sur lequel on peut agir de manière un peu insensée, quoi. Alors, par rapport à cette situation, très globalement parlant, quelle est la réponse qui a été apportée à l'érosion de la biodiversité ? La première chose, ça a été la prise de conscience. Et donc, comme disait Claire, en 92, au moment du sommet de la Terre à Rio, il y a eu cette convention sur la biodiversité, comme il y a eu la deuxième convention sur le climat. Donc ça démarre, en gros, il y a 20 ans. En 2002, donc 10 ans après, il y avait l'idée de stopper, donc on stoppe l'érosion de la biodiversité pour 2012. Jacques Chirac prononce cette fameuse phrase « La maison brûle et on regarde ailleurs ». Et puis, effectivement, on peut dire que la communauté internationale a vraiment regardé ailleurs, et l'érosion de la biodiversité n'a pas été stoppée en 2010, donc on repousse cet objectif en 2020. Et puis, on arrive à la conférence de Nagoya, dont parlait Viviane tout à l'heure, en octobre 2010, où là, il y a un recadrage complet des engagements pour stopper l'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est un recadrage idéologique. D'un seul coup, la nature est à vendre et on veut introduire évidemment le business à travers l'enjeu que représente cette nature qui a été évaluée à 33 000 milliards de dollars 13 ans auparavant. 33 000 milliards. Combien ? Non, 30 000 milliards, je crois. Oui, c'est ça, de dollars. Et comment ? Il y a un rapport qui s'appelle le rapport TIB, qui est The Economics of Ecosystem and Biodiversity, qui a été élaboré par l'Union européenne, qui montre que on va essayer de rentrer dans le détail et donc de voir quelle est la valeur de la pollinisation des terres, des plantes, quelle est la valeur de la purification de l'eau au niveau d'un marais. Donc on rentre non plus dans une estimation globale, mais on rentre vraiment dans l'estimation financière, sur lequel on peut faire du business. On est vraiment vers une transformation de la vision de la nature qui prend une valeur monétaire. Et par rapport à cette vision idéologique, bien évidemment, on étend la notion de diversité, pas simplement aux plantes ou aux animaux, mais on l'étend au paysage, à l'eau. Et donc, on voit bien que la nature devient un enjeu économique absolument énorme. Exactement comme quand il y a eu la conférence de Copenhague pour le climat, quelques mois auparavant, l'OMC définit sa propre stratégie ou définit sa position. Et la position, évidemment, de l'OMC est de dire il faut protéger
la biodiversité, et pour cela, il faut améliorer le commerce international et donc faire du libre-échange sur les ressources naturelles. Donc on a toujours ce lien entre les mécanismes du commerce international et les grandes déclarations autour donc, du libre-échange et les grandes déclarations de des grandes conférences internationales. Et puis également l'OMC revendique la possibilité de breveter le vivant à travers un accord qui s'appelle l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, sur lequel on protège évidemment l'engagement, les investissements des multinationales. On dit bien évidemment que les ressources, les bénéfices de ce qui va en être tiré doit être partagé équitablement, sans bien définir comment on va les partager équitablement. Et puis, très naturellement, eh bien, on arrive ainsi, c'est comme un avion qui atterrit, eh bien, on arrive à la conférence de Rio, où cette fois, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement, fait une proposition d'une stratégie, c'est-à-dire qu'on quitte le concept du développement durable, qui est un échec, et on sort un nouveau mot magique, qui est l'économie verte, qui est de dire seul le marché est à même de protéger la biodiversité. C'est-à-dire qu'on est à cette phrase que j'avais citée hier, du commissaire européen à l'environnement, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui dit il faut passer de la protection de l'environnement contre les entreprises, donc en prenant des mesures contre les entreprises qui, par exemple, polluent, à une nouvelle notion qui est on protège l'environnement grâce aux entreprises. Donc ce ne sont plus les entreprises qui sont une source de dégradation, mais c'est grâce à elles qu'on va réparer. Donc vous voyez bien que tous les enjeux économiques qui apparaissent à ce niveau-là. Alors, cette économie verte, on peut simplement la définir comme étant que, dans le fait que c'est la finance qui se propose d'être le sauveur de la planète, et elle se définit comme une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l'équité sociale. Donc, on parle un petit peu encore de social, mais tout en réduisant considérablement les risques environnementaux et la pénurie des ressources naturelles. C'est manifestement une grande stratégie qui s'inscrit dans le passage d'une civilisation basée sur les énergies fossiles à un nouveau paradigme, comme on dit, où on va non plus exploiter les stocks d'énergie fossile qui ont mis des dizaines de millions d'années à se constituer autour du pétrole, du gaz et du charbon. On va cette fois travailler sur non plus ces stocks, mais sur le flux de matière et d'énergie que produise la nature via l'activité du soleil. Donc on est sur un très très grand changement sur lequel il y a des enjeux idéologiques extrêmement importants, avec des scénarios d'investissement qui sont assez colossaux, puisqu'on parle d'un objectif de 2% du PIB mondial. Donc voilà, avec des outils qui vont être des éléments de structuration pour protéger la biodiversité, le paiement des services environnementaux, c'est-à-dire qu'on va passer des contrats avec, par exemple, des populations qui vivent dans des forêts en leur disant on va vous payer pour gérer correctement une forêt. Donc si une communauté veut faire une culture sur abatis, on va lui dire ah ben non, pas question, il faut protéger les arbres. Donc ça peut avoir des incidences sur les modes de vie des gens. Les marchés de compensation, c'est-à-dire on dégrade un environnement, mais ce n'est pas grave, on va compenser ailleurs. Donc si on détruit un marais, on va préserver un marais qui va pas être forcément à proximité. Donc ces marchés de compensation ont quand même une certaine vertu assez maligne, c'est-à-dire que pour protéger, il faut à un endroit, ça veut dire qu'il faut détruire à un autre. Finalement, ça revient à ça. Et puis, évidemment, il y a le marché financier à travers le marché du carbone. Et là,
Je pense que ça, cette diapositive, je l'ai évoqué un petit peu hier, elle est extrêmement importante. Si vous tapez économie verte et économie verte et programme des Nations Unies, vous allez tomber sur un certain nombre de documents, notamment un document qui est destiné aux décideurs, comme les documents du GIEC proposent un résumé, une synthèse pour les décideurs dans les différents pays. Et là, quand vous avez sur ce document qui introduit l'économie verte pour les grands décideurs politiques, on vous explique pourquoi. Et là, on a le fondement idéologique de l'économie verte qui reprend une fable qui a été présentée par ce monsieur qui est à gauche sur la diapositive, qui s'appelle Gareth Hardin en 1968, qui a écrit un article dans une revue américaine qui est la tragédie des biens communs, et qui consiste à dire que les êtres humains ont une tendance naturelle à surexploiter les ressources accessibles gratuitement et donc de les détruire. Ça veut dire qu'il prend la fable d'éleveurs qui ont un pré commun, ils introduisent chacun leur propre troupeau, et puis chacun d'entre eux se dit, au fond, si je mets une vache en plus, je vais augmenter mon bénéfice. Et donc chacun va introduire une vache. Et puis le pré va continuer à fonctionner. Donc il va introduire une deuxième vache. Et puis au bout d'un certain temps, parce que les gens sont vraiment irresponsables, ils vont arriver à un surpâturage, ils vont tout détruire, la prairie va être détruite, les troupeaux vont péricliter, et donc tout le monde va perdre. Et donc la conclusion, c'est qu'on a affaire à vraiment à la fois des salauds, parce qu'ils dégradent l'environnement, et des imbéciles, et donc qui sont coupables d'avoir fait une surexploitation des ressources naturelles et qui sont responsables de la dégradation de l'environnement. Et voilà ce qui est vraiment présenté par le programme des Nations Unies à nos responsables politiques. Et là, il y a un enjeu, moi je pense, qui est extrêmement important, parce qu'on a là la base même de la solution qui est proposée. Eh bien, il faut redéfinir des droits de propriété, il faut privatiser ces biens communs pour les préserver. Donc préserver, privatiser finalement la nature soi-disant pour la préserver. On est véritablement sur quelque chose qui est une arnaque la plus totale et qui ne suscite relativement peu d'indignation. Et là-dessus, il y a un nom que j'ai marqué, qui est à retenir, qui est un monsieur qui est d'origine pakistanaise, je n'ai rien du tout contre les Pakistanais évidemment, qui est monsieur Pavan Sukhdev, qui était responsable des grands marchés internationaux à la Deutsche Bank, et qui est à l'origine du fameux rapport dont je vous parlais, qui avait été présenté à la conférence de Nagoya, qui est l'économie des écosystèmes et de la biodiversité, et qui présentait donc la valeur monétaire de la nature, et qui aujourd'hui a été mis à disposition par la Deutsche Bank aux Nations Unies pour promouvoir cette idéologie de l'économie verte. Donc on a une idéologie qui est véritablement portée, qui n'est pas portée par des gens dangereux capitalistes de la Chine ou des États-Unis, elle est vraiment portée au sein de notre Union européenne. Donc là, on est sur quelque chose où il y a eu un phénomène de bascule, et on est passé du développement durable à l'économie verte, avec quand même quelque chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'idée de la présentation du développement durable était de dire on a des cercles qui représentent le social, l'économie et l'environnement, et à un moment ces trois cercles ont un champ commun, se croisent, et dans cette partie commune de ces trois cercles, on va inscrire le développement durable. Donc à l'époque, même si ce concept était complètement adossé avec l'économie néolibérale, on disait finalement on va faire de l'environnement, de l'économie et du social. Avec l'économie verte, il n'y a plus de social, même si on parle d'équité, on est simplement sur des logiques purement économiques.
Donc on a toujours une accélération d'une idéologie qui va toujours dans le même sens. Donc là, je vous ai mis simplement quelques chiffres autour des grandes valeurs, enfin des sommes monétaires qui sont avancées pour expliquer l'intérêt d'investir dans la nature. Alors, on a pris quelques exemples. Je vais aller très vite sur ces exemples pour laisser la parole à Claire qui parlera d'une situation locale qui nous est chère puisqu'on habite à Nantes. Mais le climat et agriculture, pour vous donner un exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre le climat, on envisage de planter, donc sur des techniques qui sont traditionnelles, de planter des graines sans labourer, pour éviter qu'il y ait un maximum de CO2 qui parte dans l'atmosphère. Et les grands semenciers disent chouette, on approuve toujours, ça c'est de l'agriculture intelligente, ce qu'on appelle la smart agriculture. Et donc on a ces grands groupes, Monsanto, Limagrain, qui sont des soutiens à cette agriculture intelligente. Et dans un petit livre d'Attaque, Attaque donne cet exemple qui est assez intéressant, c'est que la Banque mondiale au Kenya a lancé un business autour, associant 15 000 agriculteurs pour faire ce genre de pratiques sur 20 ans. Et les chiffres qui apparaissent, c'est qu'on arrive à 600 000 tonnes de gaz à effet de serre qui sont fixés au sol, ce qui représente sur le marché du carbone 2,5 millions de dollars en crédit carbone qui pourront ensuite être échangés, vendus, etc. Et pour les paysans, c'est à peine $1 par an de revenus. Donc voilà ce genre de choses à laquelle on peut arriver. Le deuxième élément, c'est évidemment le climat, et avec les forêts. Les forêts, donc d'une part, on a des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 dans l'atmosphère, et puis en même temps, il y a cette capacité qu'a la nature, soit les océans, soit les forêts, à capter, par le simple mécanisme de la photosynthèse, de capter du CO2. Et donc, les forêts deviennent des enjeux économiques, deviennent des éléments d'appropriation pour avoir des crédits carbone. Donc, c'est tout des enjeux vis-à-vis des propriétaires, des gestionnaires des forêts pour obtenir ces crédits carbone. Et là-dessus, ça va très très loin, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur la protection de forêts primaires, mais même des sociétés qui vont planter des arbres en termes de plantation industrielle pour faire de l'huile de palme, par exemple, revendiquent en même temps cette possibilité de récupérer du crédit carbone. Donc on est sur des enjeux qui sont vraiment pernicieux et c'est pas fini. La biopiraterie, eh bien, évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, ou sur lequel les multinationales essayent de prélever des plantes et d'en tirer des propriétés sur le plan de la biotechnologie, comme disait Claire, et donc ça pose tout le problème du brevetage du vivant, avec parfois des contentieux. J'ai trouvé celui-là, c'est une annulation d'un brevet qui était l'usage du curcuma, je ne sais pas ce que c'est, en traitement des blessures, et qui a été annulé par rapport à un recours de l'Inde qui a dit mais l'usage de cette plante était connu depuis très très longtemps, depuis des générations pour guérir des blessures. Donc voilà, donc il y a des enjeux qui touchent à la fois sur le respect des pays et de leur savoir-faire, notamment ancestral. Et quand il y a par exemple une loi sur la biodiversité qui est souvent citée en exemple entre le Costa Rica et le groupe allemand Merck pour exploiter
les molécules actives à travers la forêt tropicale du Costa Rica, il y a eu un accord sur lequel Merck s'est engagé à reverser évidemment ses bénéfices. Mais la question, elle n'est pas terminée, parce que le reversement des bénéfices se fait à l'État, mais il n'est pas du tout prouvé que les communautés indigènes qui vivent dans ces forêts trouvent un bénéfice à ces reversements. Voilà. Bon, maintenant je laisse la parole à Claire qui habite à côté de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et qui va vous parler de ce grand projet inutile. Voilà, un projet inutile parmi d'autres. Donc je rappelle que Nantes est une ville qui a déjà un aéroport qui est fonctionnel, qui est moderne, qui répond à tous les besoins actuels et qui pourra s'adapter aux perspectives qui sont élaborées donc par les gens de l'aviation. Et donc il y a une trentaine d'années, il avait été décidé par les pouvoirs publics de prévoir un espace pour faire un nouvel aéroport qui était destiné à recevoir le Concorde. Alors, depuis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et le projet était toujours dans les cartons, mais la population avait considéré qu'il ne verrait jamais le jour. Surtout qu'il y a eu des travaux de fait sur l'aéroport actuel pour l'agrandir, le moderniser, etc. Et donc Jean-Marc Ayrault, le maire de Nantes, a décidé de réactiver ce projet avec l'idée que ce serait un grand hub, c'est-à-dire que ce serait la porte, il nous a dit ça comme ça, ce serait la porte du continent nord-américain sur le continent européen, et qu'il accueillerait le trafic commercial, mais aussi toutes les compagnies low cost, et que ce serait une source de développement pour la ville de Nantes. Donc, première enquête publique qui s'est passée il y a 5-6 ans. Et la population sur place était déjà sensibilisée à l'éventuelle réémergence de ce projet, et avait déjà préparé un peu des questions critiques, hein, l'aéroport, pourquoi faire, et puis l'enquête publique, la première réunion, s'est avérée très, comment dirais-je, manipulatrice, c'est-à-dire que les promoteurs du projet ne répondaient pratiquement à aucune question, du genre, bon, vous faites un grand aéroport, mais celui actuel qui est très proche de la ville est parfaitement bien relié à la gare, à la ville, et puis donc il y a même une voie de chemin de fer, et il donne satisfaction, donc vous déplacez tout ça, comment ça va se passer? Pas vraiment de réponse. Bon, les aéroports de Rennes, de Angers, de Vannes, que vont-ils devenir? Pas de réponse. Nantes-Rennes n'est pas relié par le train d'une manière simple, puisqu'il faut passer par Redon, qui est plus à l'ouest, il faut repartir sur Rennes. Donc on ne peut pas faire Nantes-Rennes par le train directement. Et l'IRENER réclamait ni TGV. À cette époque-là, le TGV n'allait pas jusqu'à Rennes venant de Paris. Pas de réponse. Bon, ça nous paraissait très très flou. Et c'est à ce moment que s'est constituée une association d'opposants à l'aéroport pour demander des explications et pour travailler sur tous les arguments économiques et socio-économiques pour travailler un peu les justifications de ce projet. Et c'est petit à petit sont apparus énormément de contradictions, de mensonges. Les évaluations de coûts sont très minimisées, et puis on en est actuellement donc à la phase, on en est à la deuxième enquête publique. Celle-ci a été ouverte au mois de juin, et elle a été donc, comme la loi le stipule, elle est ouverte au public. On a donc eu l'autorisation de voir et de photocopier même certains documents, et quand on les a comparés avec la réalité terrain, on va dire, on a bien vu qu'il y avait plein de vices de forme, de mensonges. Alors, j'ai fait un résumé de ça parce que c'est très compliqué.
Et donc c'est pas un nouvel aéroport, c'est un nouvel aéroport, mais c'est un transfert. Il faut savoir qu'il y en a un qui existe déjà, que tous les arguments qui ont été proposés dans l'enquête de déclaration publique ont été démontés. Alors, c'est un travail qui a été fait sur plusieurs années par l'association qui regroupe tous les opposants. Il y a aussi un collectif d'élus qui est contre l'aéroport, hein, des élus locaux. Il y a aussi un collectif de pilotes d'avion qui nous a beaucoup aidé pour les questions techniques, parce qu'il disait que l'aéroport Nantes-Atlantique actuel ne pouvait pas permettre de faire atterrir, ou qu'il y avait trop de bruit, ou que l'aéroport de Nantes était dangereux. Ça, c'était le premier argument, et ils avaient convaincu la population nantaise, l'aéroport Nantes-Atlantique est dangereux. Or, les pilotes sont venus témoigner, ont dit non, il y a une échelle de classification pour la sécurité des aéroports, c'est A, B, C, C étant pas très bon, et Nantes est A. Or, Nantes fait partie des aéroports sécurisés, comme la plupart des aéroports sur le territoire français. De même que pour le bruit, il n'y a aucun dépassement de la réglementation au niveau du bruit. Et, argument que les acteurs de l'aviation nous ont apporté, il est possible d'aménager Nantes-Atlantique, c'est-à-dire l'aéroport existant, pour accueillir des avions de façon à ce que le survol de l'agglomération soit moindre et aussi de minimiser le bruit. Donc il y a une étude alternative qui a été faite par les opposants au projet qui est extrêmement sérieuse. Elle a été déposée parce que devant l'obstination des pouvoirs publics, les opposants de l'aéroport ont fait appel à un cabinet privé, indépendant, situé en Hollande, qui a fait l'étude comparative entre les propositions alternatives et le projet porté par les pouvoirs publics, dont le promoteur est Vinci. Ça vous dit quelque chose. Alors, et la conclusion de cette enquête a été que le projet n'est pas économiquement défendable, qu'il fallait étudier les alternatives, tant du point de vue économique que du point de vue aussi destruction du site actuel. Donc, voici une carte qui n'est pas très bonne, parce que c'est une copie de copie de copie. Donc ici, vous avez l'agglomération nantaise, qui est plutôt développée au nord, à peu près comme ça. L'aéroport actuel est ici. Donc il est au sud-ouest, ce qui fait que les avions qui viennent plus de l'est, évidemment, survolent la ville, mais les pilotes disent qu'il y a moyen de faire autrement. Et il se dit actuellement que les pilotes ont des directives justement pour survoler Nantes. Ah ouais. Oui, c'est un peu... bon, je vous mets ça entre guillemets, mais c'est ce qui se dit, et sérieusement dans le milieu qui s'est intéressé par l'aéroport. Donc la zone du nouvel aéroport, enfin du transfert, est ici. Et je vous ai fait quelques photos du type de paysage. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le site d'implantation du nouvel aéroport. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prairies humides, avec des eaux stagnantes aussi, où on trouve... Et puis c'est un bassin versant de 4 petites rivières. Les 4 petites rivières donc alimentent l'Erdre, qui est une rivière qui se jette dans la Loire. Du fait de la préemption de cette zone, il n'y a pas eu de développement urbain. Donc l'agriculture s'y est développée. Comme ce n'est pas une zone spécifiquement très riche, c'est une agriculture de bocage. C'est surtout de l'élevage et du maraîchage. Quelques fruitiers, mais c'est une agriculture extensive, évidemment. Donc, avec des eaux lubines, où s'est développé, enfin, où a dû être protégée une flore et une faune assez originales. Les associations environnementales y ont fait le recensement de quelques espèces qui sont endémiques de ce coin-là. En fait, il y a une grenouille, il y a un triton, il y a quelques fleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est dans tout l'ouest. Donc c'est une zone assez remarquable d'un point de vue biodiversité. Alors, pour revenir à la carte,
évidemment, l'aéroport va détruire tout ça. Et ce dont on parle peu au niveau d'enquête publique, c'est toutes les voies d'accès. Évidemment, un aéroport de cette ampleur, d'après le projet, nécessitera évidemment toute une zone d'évacuation des nombreux touristes et tous ces gens qui vont développer la région. Or, nous avons une 4 voies qui rejoint Nantes à Brest, qui passe un peu ici, et actuellement, il n'y a pas de voie de grande ampleur qui rejoignent cette région, puisque c'est une zone agricole, il n'y a pas lieu d'être actuellement. Donc, il va falloir faire ce qu'ils appellent un barreau pour contourner tout l'aéroport. Donc c'est 2 fois 2 voies, évidemment, c'est un minimum maintenant. Et puis il faudra lier cette région à Nantes. Pour l'instant, il n'y a que la 4 voies qui est saturée. Aux heures de grande circulation, la 4 voies est déjà à la sortie de Nantes. Donc il va falloir, et ça, dans l'enquête publique, il n'y a pas de détails de données au niveau des coûts, des dessins et des préemptions de terrain pour faire cette voie. Mais au niveau environnemental, j'ai ciblé là-dessus parce que c'est notre sujet c'est la biodiversité. Vous savez que la loi sur l'eau, je vais le dire très brièvement, a quand même comme objectif donc, de protéger l'existant. La première chose à proposer lorsqu'on veut faire un aménagement de cette ampleur, c'est de voir si on a bien recherché les méthodes, enfin des solutions alternatives. Ensuite, la loi sur l'eau stipule que si on est obligé de détruire une zone protégée, eh bien, il faut compenser par recherche de terrain et de biotopes analogues. Alors normalement, la loi sur l'eau prévoit le double de ce qui est détruit. Donc, autre contrainte, effectivement, il ne faut pas que ça touche des espèces inscrites sur la liste des espèces protégées, etc. Donc, les aménageurs le savent très bien. Donc, quand ils ont écrit leur projet, eh bien, ils ont complètement menti sur toutes ces choses-là. Par exemple, il y a une impasse totale de fait sur la recherche des méthodes, enfin des solutions alternatives, comme si elles n'existaient pas. Or, il y a 3 projets qui ont été déposés comme méthode alternative. Je vous en cite un. Il y a une association à Angers qui a fait une proposition pour développer plutôt l'aéroport d'Angers, prolonger la voie TGV vers la Vendée, ce qui désenclaverait Cholet. Cholet est une petite ville qui souffre énormément de ne pas avoir de voie d'accès vers Paris. Et l'aéroport d'Angers existe, il est moderne, etc., sans toucher donc à l'aéroport de Nantes existant. Ce projet n'a jamais été étudié, évidemment. Donc ça, c'est un des exemples. Quant à la loi sur l'eau, 98% de la zone préemptée est classée en zone humide. Donc ça oblige l'aménageur, évidemment, à retrouver l'équivalent multiplié par 2 ailleurs, mais proche, parce que normalement, il doit respecter la qualité. Or, il ne peut pas le faire. Il n'a pas ni les moyens, ni la possibilité matérielle de retrouver la quantité de cette surface ailleurs de manière proche. Donc il s'est débrouillé pour obtenir une sorte de dérogation, je ne sais pas comment ça peut se faire d'un point de vue juridique, pour simplement d'abord de déclarer que seul 80% de la zone était humide, donc déjà il y a un mensonge sur le taux, et ensuite de déplacer, de faire des compensations avec un taux moins, c'est-à-dire pas le double, comme c'est stipulé dans la loi. Donc toute l'enquête, alors c'est plein de détails techniques, mais toute l'enquête publique révèle que tout du long, l'aménageur a essayé de détourner la loi et de faire en sorte que le projet se fasse comme s'il était, enfin de minimiser l'impact sur l'environnement. Autre problème très grave, cela va nécessiter l'achat de terre, évidemment. Alors actuellement, il y a la surface que je vous ai montrée en grisé, elle est déjà acquise par l'aménageur, mais les surfaces nécessaires pour construire les voies ne sont pas toutes acquises.
Et en particulier, il nous parle souvent d'une liaison d'entraîne, mais on sait très bien que les terrains pour faire cette voie ne sont pas achetés. Et lorsqu'on regarde en détail le financement, on voit que le financement manque. Il n'y a pas les sources de financement pour faire ça. Qui est l'aménageur? Vinci. Juste pour dire qu'il ne reste qu'une demi-heure, donc si on veut débattre, je sais pas Oui, je vais arrêter là. L'aménageur n'est pas public ou parapublic? Alors il y a un contrat. Ça fait partie de ces contrats PPP, voilà, récents. Partenariat public-privé. Voilà, où tous les bénéfices sont pour le privé et puis les pertes c'est pour le public. Voilà. Donc j'ai arrêté là. Qui fait ça? Est-ce qu'on sait qui fait l'étude exactement, concrètement? Alors, ils sont où les gars qui grattent là? C'est Vinci qui est le... C'est Vinci, mais oui. Ils ont alors, leurs études où? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ces... Oui, effectivement, les gens cherchent à... Alors, je ne pourrais pas le dire, moi, mais les noms des... Alors, il se trouve qu'il n'y a aucune entreprise locale, comme par hasard. C'est pour ça que quand on nous dit que ça fait de l'emploi, on rigole, quoi. Mais oui, c'est l'appel d'offres. Alors, je suis en train de réfléchir, les appels d'offres ne sont pas lancés. Tant que l'enquête publique n'a pas abouti. Alors, on a eu déjà un avis des commissaires, puisque l'enquête publique a permis à la population de réagir. Il y a eu énormément de dossiers contradictoires de déposer, en particulier les associations environnementales, mais tous les bureaux d'études qui ont étudié et qui ont vu des vices de forme. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il fait froid en hiver et qu'il gèle, il faut dégeler les avions et la piste d'atterrissage ou de départ. Ce dégivrage se fait avec de l'eau salée. Eh bien, il n'a pas été prévu dans le projet de récolte de ces eaux salées. Or, ces eaux salées sont dangereuses pour l'environnement d'une part, mais elles sont dangereuses aussi pour le substrat, puisqu'à la longue, le sel, il abîme tout. Donc, ils vont être obligés de les récolter, mais ils n'ont pas prévu ça. Et ils sont quand même obligés aussi, ils sont obligés de ne pas les déverser dans le milieu. L'eau salée, c'est dangereux pour la faune et la flore. Donc, eh bien, ça, c'est pas fait. Alors, il y a un bureau d'études qui a travaillé là-dessus spécifiquement, en attirant, donc en faisant un argument contraire, un contre-argument, et il y a comme ça énormément de détails qui montrent que le projet est bâclé et qu'on veut y cacher beaucoup de choses. Donc, l'enquête publique a été rendue le 17 août. On a, depuis, ça fait 15 jours, 3 semaines, un avis des commissaires, et l'avis, entre guillemets, c'est favorable avec réserve. Ben voilà. Je crois que ceux qui sont habitués à ça, l'avocat qui défend les intérêts des opposants à l'aéroport avait dit, si vous avez avec réserve, c'est très bien. Parce qu'il dit, dans ce genre de projet, jamais les commissaires émettent des réserves. C'est toujours avis favorable. Donc je vais arrêter là, parce que Michel va finir sur quelque chose d'important. Bon, pour conclure, à travers l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant autour de la biodiversité. C'est que notre nouvelle ministre de l'écologie, sa première déclaration a été de dire que l'implantation de cet aéroport était une bonne chose. Donc, alors que ça se situe sur la destruction de 2000 hectares de terres agricoles, avec énormément de zones de terrains humides, et qui sont des zones prioritaires en termes d'érosion de la biodiversité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les 3 éléments prioritaires, c'est les zones humides, les milieux littoraux et les forêts. Donc on est sur quand même quelque chose qui est assez important, de voir d'une part comment sont traitées la gestion d'un milieu qui est appelé à être détruit, avec tous les éléments de mensonges, de biais amenés par l'aménageur, et avec le peu d'appui politique, alors que notre ministre est chargé, et qui est parti d'ailleurs en Inde ce mois-ci sur le dossier de la biodiversité au niveau de la conférence internationale, de voir le peu d'intérêt qu'elle manifeste sur de tels enjeux, qui est un lieu local. Alors, quelles sont les alternatives par rapport à ça et par rapport à cette idéologie de privatisation de la nature, du commerce international? Le mérite d'Aurélien Bernier, ça a été, avec son ouvrage, et à travers un article fait paraître dans
le monde diplomatique, c'est de faire ressortir un texte qui date d'il y a 38 ans, qui est la déclaration de Cocoyoc, qui est une sorte de manifeste autour de la mise en cause du marché, du commerce, de penser que l'économie de marché n'était pas la bonne solution pour régler les problèmes à la fois du développement et de la protection de l'environnement, et de revendiquer des approches différentes avec des principes autour de la souveraineté nationale, autour de l'autonomie l'autonomie des modes de développement, des modes de croissance que peuvent invoquer les pays, à travers la limitation de ce que peut représenter l'économie de marché, que tout ne peut pas s'acheter, tout ne peut pas se vendre, notamment la production alimentaire. Et donc, on est sur un texte qui a été évidemment complètement censuré par ce qu'on appelle la communauté internationale, qui était tout simplement les nations développées, enfin les plus riches, notamment les États-Unis, qui ont rejeté en intégralité ce texte, comme ils l'avaient fait pour la Charte de la Havane. Et donc, il nous a paru intéressant, à travers ce qu'a fait cette analyse qu'on a pu faire Aurélien notamment, de reprendre ce texte et moi la proposition que je ferais serait de pouvoir l'inscrire dans les textes fondateurs pour le MPEP en matière de lien entre la protection de l'environnement et du développement, comme la charte de la Havane l'est pour le commerce international. Donc voilà, moi ça ce serait ma conclusion. Je pense qu'il y a un travail à faire de manière à actualiser, à dépoussiérer ce texte de la déclaration de Cocoyoc, mais je pense qu'on est à faire sur un texte qui est vraiment très intéressant par rapport à l'idéologie dominante à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie.